Merci beaucoup, merci cher Monsieur Delisle pour l'invitation, merci aux organisateurs, aux organisatrices qui ont rendu cet événement possible. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors nous avons 20 minutes, donc je vais essayer d'être le plus ramassé, le plus précis et concis possible. De toute façon, après, il y aura 10 minutes de questions, on pourra nuancer, approfondir au besoin. Je vais finalement planter le décor en essayant d'articuler deux dimensions, à la fois la dimension des idées, qui sera abordée plus tard par M. Andrés, et la dimension géopolitique qui sera bien abordée par M. Monette par la suite. En gros, je vais vous le dire tout de suite, ma thèse, qu'il faudra garder en tête justement pour cette présentation, thèse que je vais illustrer durant les prochaines 20 minutes, ça va être finalement de voir comment la province de Québec, et même avant le Canada ou globalement la Nouvelle-France, eh bien, sera un terrain des puissances, un terrain des forces en présence, et comment finalement la géopolitique et les idées vont s'allier ensemble pour faire de finalement cette province de Québec plutôt un moyen finalement plutôt qu'une fin. Bien évidemment, les idées et la géopolitique auront un impact dans l'esprit de la population et des habitants de la province. Et cela encore, on aura le temps de voir tout l'impact de ces idées qui arrivent à partir de la Révolution américaine et qui va se prolonger jusqu'à la Révolution française et même plus tard, comme on le verra avec Monsieur Laporte. Alors, pour le dire brièvement, Monsieur Delisle a posé le contexte, mais je vais en profiter aussi pour le poser rapidement autour de la fin de la Nouvelle-France. Alors, je fais ce rapide portrait tout simplement pour avoir en tête les différentiels finalement d'importance sur le plan géopolitique entre l'Angleterre, la couronne britannique et la France. Tout simplement pour dire que souvent on comprend la guerre de 7 ans comme étant le premier conflit mondial. Plusieurs historiens contestent un peu cette idée, mais toujours est-il que effectivement le terrain est mondial en tout cas. Et la Nouvelle-France est considérée, en tout cas l'Amérique du Nord est considérée d'une manière différente de la part de l'Angleterre ou de la part de la France. L'Angleterre a priorisé très vite l'Amérique du Nord par l'envoi massif de troupes, notamment dès 1755, comme l'a montré et illustré M. Robert. Et à la différence, aucune troupe, voire peu à la fin, va être envoyée sur le terrain continental. C'est tout à fait le contraire pour la France. D'accord ? La France va envoyer beaucoup de troupes sur le continent européen, notamment en Allemagne, dans l'électorat de Hanovre, et très peu, voire pas du tout, le contingent va rester plus ou moins le même en Nouvelle-France. Donc ce choix géopolitique et stratégique est bien évidemment motivé par des idées de la part du roi, mais aussi des ministres des Affaires étrangères ou maritimes. C'est tout simplement du côté britannique. Eh bien, l'Amérique du Nord fait partie véritablement d'une idée d'un empire global, total, où l'Amérique du Nord, comme les 13 colonies notamment, sont des colonies de peuplement. Il y a une vraie vision aussi commerciale derrière. Il y a une vraie vision d'intégrer finalement l'Amérique du Nord à une vision impériale où la couronne britannique est vraiment ce que appelleraient les Français à l'époque une monarchie universelle des mers. C'est radicalement différent pour la France, puisque la Nouvelle-France est une colonie coûteuse. Pour eux, ils n'ont pas du tout la vision d'une colonie de peuplement, mais plutôt d'une province militaire, qui est, comme je vous ai dit, donc très coûteuse, et qui, dans cette guerre de 7 ans, sera tout simplement une monnaie d'échange. Je vais passer sous silence ce point, mais tout simplement avoir ceci en tête pour le côté géopolitique et des idées donc, de ce qu'est la Nouvelle-France aux yeux des administrateurs et des ministères.
Si l'on arrive directement dans le vif du sujet, alors Monsieur Delisle a posé également le contexte, donc je vais y aller très rapidement, mais tout simplement dire que la Révolution américaine le terrain a été aussi posé à travers la guerre de 7 ans, puisque effectivement, il faut désormais, en 1763-1764, payer la guerre, et la dette va être payée par les 13 colonies, par les colons américains. C'est en tout cas la vision de la couronne britannique, qui est de dire que les colons américains, l'Amérique septentrionale, les 13 colonies, sont les plus grands bénéficiaires finalement de la victoire britannique lors de la guerre de 7 ans, et donc que c'est à eux. Je vais passer sous silence les différentes mesures douanières et tarifaires qui ont notamment mené à la qualification d'actes intolérables, et notamment de l'acte de Québec en 1774, qui, d'ailleurs, selon les Américains, est une menace totale, une menace territoriale, une menace religieuse, une menace politique. On le verra, ça va être nuancé plus tard par une autre vision qu'ils vont alimenter du côté des esprits québécois pour les faire venir dans leur combat contre la tyrannie britannique. Mais toujours est-il que ces actes, ces mesures douanières intolérables, liberticides, vont provoquer du côté des colons américains vont être à l'origine d'une campagne de sensibilisation, d'une campagne qui va produire des centaines de pamphlets, articles publiés dans les journaux américains, mais aussi dans les journaux de la métropole. Le but, bien évidemment, de ces pamphlets-là, c'est de catalyser le mécontentement américain, fédérer la contestation en Amérique, mais aussi diffuser les griefs à l'extérieur, donc comme je vous l'ai dit, à travers l'opinion publique britannique, faire pression sur le gouvernement britannique, mais aussi viser d'autres puissances qui seront plus tard des alliés, comme la France et la Hollande qui est une république également. Il y aura aussi, là encore une fois, beaucoup à dire sur la campagne, on va dire, de propagande des Américains dans la province de Québec. Monsieur Andrés, peut-être, va approfondir ce point. Je vais ici simplement faire la lumière sur la lettre adressée aux habitants de la province de Québec qui sera rédigée le 26 octobre 1774. Donc, vous voyez, l'acte de Québec a été validé en juin 1774, et donc en octobre 1774, le Congrès continental, qui a même pas un mois d'existence, puisqu'il s'est réuni la première fois, il me semble, le 5 septembre 1774, donc un peu plus d'un mois et demi plus tard, va écrire une lettre destinée aux habitants de la province de Québec pour finalement leur dire que l'acte de Québec brime leurs droits, alors que sur le point objectif, c'est beaucoup plus nuancé, mais bref, brime leurs droits, puisque l'acte de Québec, notamment, leur enlève l'habeas corpus. Bon, forcément, la province de Québec est nouvellement britannique, donc l'enlever, ce n'est pas vraiment le cas, mais selon les Américains, c'est une grave exception de retirer des libertés dans l'Empire britannique. Et notamment en nuançant la liberté de la presse, en mettant fin à la représentation politique. Et donc le but finalement de cette lettre, c'est de fédérer également la contestation de la tyrannie britannique dans toute l'Amérique septentrionale. Donc de créer un front uni des Américains, puisque les colons américains, britanniques et les habitants de la province de Québec sont des Américains. Ils font partie de l'Amérique septentrionale. Auparavant, étaient divisés dans l'Empire, ou en tout cas dans la division impériale en Amérique du Nord, mais plus maintenant, puisqu'ils sont tous les deux des peuples sous sujet britannique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette lettre, comme l'a aussi expliqué rapidement M. Robert, en fait, il y a eu plusieurs lettres aussi par la suite, une en mai 1775 et une autre dans un contexte où l'armée continentale est
dans la province de Québec, a été largement diffusé, a été imprimé à 2000 exemplaires, d'ailleurs par un personnage, un imprimeur qui s'appelle Fleury Mesplé et qui arrivera plus tard dans la commission, qui fera partie officiellement de la commission Franklin, et qui sera chargé, une fois arrivé ici à Montréal, eh bien, de diffuser aussi les idées libérales dans la province de Québec. Mais cette lettre donc, a été imprimée à 2000 exemplaires à Philadelphie, donc c'est un tirage qui est quand même plus qu'honorable, sera diffusé par des réseaux clandestins au Québec. Et là, l'importance aussi, c'est effectivement les lettrés, c'est une chose. Au Québec, on les estime à... Alors, il y a différentes, disons, statistiques ou chiffres. On estime autour de 250 personnes vraiment lettrées, éduquées. Mais il y a encore une nuance à faire, c'est que illettré ou analphabète ne veut pas dire sottise, ne veut pas dire ignorance. La parole eh bien, se diffuse énormément dans les campagnes, de bouche à oreille. Les marchands diffusent. On n'a pas besoin de lire pour apprendre des nouvelles et pour que les esprits s'échauffent. Alors ici, notamment, on le voit du côté eh bien, de Cramey, donc, qui est lieutenant-gouverneur de la province de Québec, à travers eh bien, cette citation que les rebelles donc, américains eh bien, ont de leur côté les paysans canadiens. C'est important de comprendre ce fait. Bien évidemment, historiquement, il faut encore nuancer, puisqu'on devrait plus parler de neutralité bienveillante, d'accueil généralement favorable, mais toujours est-il que l'armée américaine sera dans la province de Québec généralement bien accueillie et surtout va susciter des réactions de la part de la population de la province, de la part des habitants, puisque des assemblées publiques eh bien, vont être spontanément organisées. Il n'est pas rare que des Canadiens vont eux-mêmes tenir des rassemblements chez eux pour prêcher la liberté donc dans leur village et dans leur quartier, les privilégiés, les gagés, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire globalement le clergé et les seigneurs seront chahutés, certains traînés devant les tribunaux, certains vont être aussi expulsés du village. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que l'armée américaine va apporter aussi son lot d'idées, bien évidemment, mais ce sont moins les idées libérales ou les idées républicaines que des mouvements, on va dire, qui vont se diriger contre les privilégiés de la province de Québec. Et donc cette différence entre idées républicaines libérales et, on va dire, mouvement d'émancipation contre les ennemis déclarés, qui sont globalement le clergé et les seigneurs, ce sont deux choses différentes. Alors, comme nous l'avons vu rapidement, l'armée donc américaine eh bien, va quitter la province de Québec au printemps 1776, mais il y aura de nouveaux plans d'invasion. Un premier plan d'invasion qui est toujours fomenté par l'armée américaine, par les généraux américains, par le Congrès, donc, de novembre 1777 à mars 1778. Ici, l'arrivée de la France dans, eh bien, sur le terrain géopolitique va effectivement tout changer, et surtout du côté de la province de Québec. Un jeune marquis va arriver du côté de Washington qui va considérer d'ailleurs le marquis de Lafayette comme un peu son propre fils. Et donc le marquis de Lafayette sera impliqué dans un projet d'invasion de la province de Québec, donc du deuxième projet d'invasion. Ce qu'il faut souligner, c'est que le marquis de Lafayette est extrêmement enthousiaste à l'idée eh bien, de recréer une nouvelle France. Il va même vouloir gager ses propres biens et propriétés empruntés à son nom pour lever des armées, pour l'approvisionnement, etc. etc. Finalement, eh bien, quand il arrive dans son quartier général d'Albany, il se rend compte que, eh bien, il n'y a pas assez d'hommes, pas assez de moyens, donc le plan ne sera pas réalisé. Un deuxième projet d'invasion qui va être
fomenté en automne 1778, été 1780. Là encore, il sera mené par un autre général ou un amiral, l'amiral d'Estaing, qui va écrire une déclaration adressée au nom du roi, donc à tous les anciens Français de l'Amérique septentrionale. En gros, le message, c'est « vous êtes nés Français ». Vous n'avez pas pu cesser de l'être. Alors, je pose le contexte, un contexte d'enrôlement, d'accord ? Ça, c'est très important. Donc, en gros, vous ne pouvez pas vous battre contre vos frères et vos cousins. Vos vrais ennemis, bien, ce sont les Anglais. Deuxième révolution, on arrive 9 ans plus tard, je fais le saut. 1788, 1789, Révolution française. Bien évidemment, la Révolution française arrive bien avant, on va dire, la prise de la Bastille. Il y a différents éléments où la France est en ébullition dès 1787. Mais pour ce qui est de notre sujet principal, donc de l'écho de la Révolution française dans la province de Québec, eh bien, il y a un engouement général et une diffusion des idées libérales dans la province. On peut le voir à travers l'exemple de la Gazette de Montréal et d'un engouement qui est largement affiché. La Gazette de Montréal est tenue par Fleury Mesplet, qui est un fervent diffuseur des idées des Lumières et même des idées, en tout cas un partisan, un républicain. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la Gazette de Montréal va publier la moitié de ses numéros de mars 1788 à décembre 93, qui va être consacré à la Révolution française et qui vont être largement en sa faveur. Là encore, il y a un écho, la diffusion d'un front commun du tiers-État, qu'on pourrait dire, du tiers-État canadien, français, contre les gagés, donc encore une fois les privilégiés que sont le clergé et les seigneurs. Ça fait clairement écho sur la Révolution française qui va abolir les privilèges en métropole, ou en tout cas dans l'ancienne métropole. Deuxième plan important, c'est la mission Genet. Alors la mission Genet, c'est le premier ambassadeur français, donc de la République française, qui va arriver aux États-Unis en avril 1793. Et sa mission, bien évidemment, c'est une entente politique et géopolitique stratégique vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis entrent en guerre contre l'Angleterre, puisque la France et l'Angleterre sont en guerre à partir de février 1793. Le but de Genet, donc, c'est d'attirer les États-Unis en tant qu'alliés, mais aussi négocier des remboursements de la dette anticipée et aussi des ententes commerciales, mais aussi de favoriser l'extension de l'Empire de la Liberté et de garantir la souveraineté des peuples. Genet est littéralement mu par ses idées républicaines. Il est jeune, il a 29 ans, et son écho de l'arrivée du citoyen Genet aux États-Unis est très forte. Beaucoup de citoyens américains vont littéralement le glorifier et ne vont pas comprendre pourquoi Washington, quelques semaines plus tard après l'arrivée de Genet, va déclarer la proclamation de neutralité. Donc les États-Unis ne vont pas s'impliquer dans le conflit entre la France républicaine et les différentes monarchies ennemies sur le continent. Mais Genet a un plan. Le plan, c'est notamment de constituer un front nord pour soulever la population canadienne et permettre finalement d'ouvrir un nouveau front américain et de déplacer finalement la guerre française franco-britannique en Amérique. Pour ce faire, il va bénéficier de l'arrivée de Henri Mézières, qui est un Montréalais, qui va littéralement partir avec son baluchon et traverser les montagnes et arriver justement dans le bureau de Genet. Genet va bénéficier de ces informations stratégiques. Il va lui-même écrire une lettre pour sensibiliser et soulever finalement la population canadienne, mais surtout le but c'était que Mézières fasse partie d'une flotte française qui était composée d'une frégate de 40 canons, de 300 soldats, et de profiter finalement de l'absence d'une flotte britannique pour remonter, brûler Halifax,
brûler les pêcheries de Terre-Neuve et s'engouffrer dans le Saint-Laurent pour provoquer un soulèvement de la population. Ça, donc, c'était le but, finalement, de Genet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce plan de Genet suscitait vraiment un engouement de la part de la population, puisque plusieurs, en tout cas, agents secrets ont montré que à l'arrivée d'une flotte française dans le Saint-Laurent, l'arrivée d'une flotte française provoquerait un soulèvement général de la population canadienne. Pour plusieurs raisons, ce plan ne s'est jamais déroulé, des raisons aussi de contingence historique et de stratégie. Mais en conclusion, je voulais simplement vous montrer ici comment la province de Québec a été un terrain géopolitique qui mêlait effectivement sensibilisation de la population à des fins stratégiquiques plus grandes, de force en puissance, en l'occurrence française, britannique, mais aussi américaine, et comment ce terrain-là a aussi permis de mettre en place, ou en tout cas un terreau d'idées libérales plutôt que républicaines, et qui vont par la suite maturer avant de se catalyser plus tard. Plusieurs décennies plus tard. Merci à vous.